Et bonjour Marion, rebonjour à tous. Donc nous allons effectivement poursuivre cette matinée dédiée à la gouvernance de l'information. On a déjà parlé d'un sujet ô combien dans l'air du temps, mais on va poursuivre justement sur un enjeu principal en matière de gouvernance qui est bien sûr la sécurité, surtout dans un environnement où la collaboration est aussi présente aussi bien en interne qu'en externe. Et donc j'ai le plaisir d'être entouré d'une experte en la matière, Marion Batteux. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, vous êtes directrice générale de Kentika et je vais vous proposer de vous présenter. Je partage votre support et voilà. Oui, alors donc moi je suis effectivement donc directrice générale chez Kentika, depuis où je travaille depuis, 6 ans et j'accompagne, au quotidien nos clients dans la mise en œuvre, et les évolutions, de leurs applications avec un volet donc, conseil notamment sur des problématiques, d'optimisation de processus, et de design des interfaces. Et évidemment, au travers de ces missions, on est régulièrement amené à traiter des sujets, non seulement des usages, mais également de la sécurité. Super. Quelques mots peut-être sur Kentika du coup? Oui, donc Kentika, donc on est une entreprise qu'on sur 3 volets. Donc on est éditeur du logiciel Kentika et de ses modules. On est intégrateur de la solution dans l'environnement SI de nos clients et également, conseil autour de la mise en place de politique de gouvernance de l'information qui accompagne nos applications. 3 volets, extrêmement complémentaires. Super. Et en termes de fonctionnalités, peut-être, vous nous avez bien sûr parlé de votre logiciel. Oui, donc c'est un socle fonctionnel qui est riche, qui permet répondre de créer des applications de veille, de gestion des connaissances, de GED, de documentation, des intranets, palette assez variée, ce qui a l'avantage, de pouvoir, de permettre aussi de réduire le nombre d'applications, utilisées dans l'organisation, et de fournir un point d'accès réellement centralisé, unique, aux données de l'organisation, que ce soit des informations externes, dans le cadre de la veille par exemple, ou de la documentation produite en interne avec là un volet sur effectivement le suivi, de la production de l'information, de l'émergence de l'idée jusqu'à sa diffusion, son obsolescence, tout le cycle de vie. Tout le cycle de vie, effectivement. Et finalement, Kentika, ça répond à quels usages? Ça sert à quoi pour le dire autrement? Donc Kentika, ça sert à, au travers d'un portail web auquel les utilisateurs vont avoir accès, de fournir des accès à la donnée, de la rendre recherchable, de, de, aussi proposer à chacun une diffusion qui va être personnalisée pour être informé, en temps voulu, dès qu'une nouveauté sur ces sujets, est ajoutée. Et ce sont aussi des applications, parce que c'est parfois un petit peu, délicat à définir. C'est que c'est des applications qui sont très souples et évolutives, qui vont permettre de s'adapter, heu, aux besoins d'aujourd'hui, mais qui sont aussi adaptables, à ceux de demain, avec donc une souplesse dans à la fois et une rigueur dans l'organisation des données, heu, une forte interopérabilité, qui permet de vraiment intégrer les applications dans leur écosystème, de venir échanger des informations, à la fois, qui vont venir d'autres applications dans Candia, mais également fournir, les données, à d'autres applications, et de proposer également des expériences utilisateurs qui vont être très personnalisées. Donc ça va être à la fois au niveau des parcours utilisateurs eux-mêmes, mais également sur le volet graphique et intégration dans la charte de l'organisation.
Super, merci pour toutes ces informations relatives à l'entreprise. On comprend un peu mieux, ce sur quoi vous intervenez et pour nous lancer, concrètement dans le vif du sujet, je vous propose quand même de revenir un petit peu sur, des notions qu'a priori, tout oppose et qui apparaissent dans le titre de notre table ronde. La sécurité d'une part et puis, le partage et la collaboration d'autre part. De quoi parle-t-on concrètement? Concrètement, on parle de 3 enjeux qui ont été identifiés comme les plus importants par les organisations qui ont répondu, au rapport, de la gouvernance de 2025 CERD Archimag. Donc organiser l'accès et le partage, et le partage de l'information et des connaissances. Là, on est, voilà, à la fois dans le totalement dans le collaboratif et dans le partage. Mais également, en second, maîtriser les risques liés à la gestion des documents et d'informations, donc notamment les risques de perte ou de modification. Là, on est sur le volet, sur un des aspects du volet sécurité. Heu et en 3 position, donc définir des règles et process en matière documentaire, donc gestion de versionning, workflow, nommage des documents. Et là, on est en plein cœur des sujets quand on parle de collaboratif. OK. Quand on parle de sécurité plutôt, en matière de collaboration et de partage d'informations, quels sont selon vous les risques majeurs auxquels s'opposent les organisations? Alors on l'a cité, un des premiers auxquels on peut penser, ça va être donc la perte de données. Ça peut être, une perte liée à une suppression accidentelle, un problème informatique, mais aussi simplement un départ de collaborateurs. On se rend compte que souvent les collaborateurs, voilà, ont des données sur leur disque et qui, s'ils ne sont pas pérennisées, peuvent disparaître. Je pense à l'exemple d'un client qui est une direction juridique, d'un grand groupe où ils se sont rendus compte que, il y avait toute une partie de la jurisprudence relative au groupe et avait jamais été pérennisée, avait été stockée, ponctuellement sur les disques des juristes qui avaient travaillé sur les dossiers. Une fois ces juristes, ayant quitté l'organisation, personne n'était en mesure de savoir les retrouver. Donc là derrière, c'est un voilà, travail de fourmi qui s'engage pour venir reconstituer cette histoire quand on n'a pas su, quand on n'a pas mis en place en amont les politiques pour les préserver. Mais ça peut être aussi, voilà, des fuites d'informations stratégiques sensibles, confidentielles. Là encore, ça peut être de l'erreur humaine, mais on pense aussi à des actions malveillantes. Ça peut être également pardon, des vols de données. Donc on pense tout de suite, aux cyberattaques, mais ça peut être également, un vol qui peut venir de l'intérieur. Collaborateurs, sur le départ, qui souhaiteraient, pouvoir conserver les outils et connaissances qui ont été, consolidés par l'organisation et mis à sa disposition et en faire usage dans des missions futures. Super, On merci peut être beaucoup. encore aussi sur, l'utilisation de Oui, supports obsolètes. Donc là, ça va être, à la fois sur des éléments, ça peut être des éléments, par exemple, normatifs, on n'utilise pas la norme qui est à jour, donc ça peut être un problème. Mais également, le fait de diffuser, parce que, voilà, l'accès à l'information à jour est pas très facilité. On a stocké la présentation sur son disque personnel et on n'y est pas voilà, n'a pas fait l'effort d'aller chercher les mises à jour et on diffuse donc des supports de l'organisation qui sont obsolètes, et encore aussi des modifications non souhaitées de documents de référence, ou encore des, non-respects de la réglementation, donc réglementation en matière de protection des données personnelles, par exemple. On n'a pas de suivi de, par exemple, l'anonymisation des documents. On diffuse des documents qui contiennent des données personnelles alors qu'on n'est pas supposé le faire. C'est un problème, mais aussi, par exemple, sur des contextes de certification, où là, les enjeux de, mise à disposition et d'organisation des données, sont souvent un des points, majeurs de la conformité. c'est certain. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors effectivement, on a volontairement, opposé la sécurité et puis, la collaboration, mais est-ce que vraiment on ne peut pas trouver quand même un terrain d'entente? Quels sont les points communs entre ces 2 aspects? Les points communs entre ces 2 aspects vont résider d'une part dans les freins à leur mise en œuvre. Ce sont,
des politiques volontaristes, donc derrière, il y a des coûts, pour les mettre en œuvre. Ça nécessite des changements au niveau des pratiques des collaborateurs et des contraintes, dans la manière de travailler au quotidien. Donc on a 3 axes de frein déjà individuellement, mais groupés, assez puissants et que voilà, le collaboratif ou la sécurité ont en commun. Et on va avoir également en commun heu, la manière d'y répondre. Sur le volet maîtrise des coûts, on va s'attacher, à mettre en place au niveau des projets, une approche qui va être itérative, pragmatique, opérationnelle. Concrètement, on va venir découper et prioriser les sujets, ce qui va permettre de déployer rapidement, des fonctionnalités, prioritaires et obtenir des résultats et pouvoir ensuite enrichir les applications dans le temps avec des repriorisations régulières. Là, on est sur une approche, voilà, maîtrisée, de vos budgets et une approche très opérationnelle. Sur la partie, changement, hem, là, l'enjeu, c'est d'assurer l'adhésion au projet, à la vision et l'adoption des outils. Donc on va adopter, et mettre en œuvre des stratégies pour accompagner le changement avec, une communication forte, régulière et maintenue. Et on va également embarquer les équipes projet en les impliquant dès l'initiation du projet. Les équipes métiers, pardon. Ouais, pas les équipes projet, évidemment. On présuppose que les équipes projet sont impliquées. C'est mieux. C'est mieux toujours. Et enfin sur le volet contraintes, là l'enjeu c'est de fournir les outils qui vont être adaptés et qui vont couvrir l'ensemble des besoins pour éviter notamment les stratégies de contournement que les utilisateurs peuvent mettre en place si on leur interdit, des usages, mais que c'est un frein dans la réalisation de leur mission. Super, merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué effectivement la nécessité, entre autres, eh bien, de réunir des parties prenantes, au sein d'un projet, de gouvernance. Finalement, plus globalement, comment est-ce qu'on peut concilier ces 2 notions de sécurité et de collaboration? L'objectif ici, ça va être de créer un environnement où la sécurité des informations est maintenue, tout en permettant une collaboration interne efficace et un partage externe maîtrisé. Donc là, on va avoir 3 grands facteurs clés de succès. Un facteur clé de succès qui va être organisationnel. Donc là, on va s'attacher à mettre en place des politiques cohérentes, avec, en phase avec une stratégie qui et ça c'est un point majeur dans la réussite des projets, c'est une stratégie qui soit soutenue par le management. Hem, on va également être, vigilant, et pour mettre toutes les cartes, toutes les toutes les chances de son côté pour, faire en sorte que ces projets réussissent et mettre à la tête un pilote qui va être en mesure de prendre les décisions et mobiliser les parties prenantes. Parce que ce sont des projets qui sont généralement très transverses. Parce qu'on donne pas, à une DSI ou, une direction métier, mais qui vont être réellement transverses à l'organisation. Et également, on va essayer de développer sur le volet, davantage sécurité, une culture organisationnelle de la sécurité. C'est-à-dire, ça va passer par de la sensibilisation à ce que sont les risques cyber et comment quelles sont les bonnes pratiques pour les éviter. Donc, savoir reconnaître le phishing, avoir une gestion robuste des mots de passe et cetera. Le deuxième facteur clé de succès, là, on est sur un facteur humain. On va s'attacher à mettre en place des processus qui vont être fluides. Donc ça va être des politiques de sécurité de l'information qui vont être à la fois claires et compréhensibles par les utilisateurs, par les collaborateurs. Heu, Ce volet-là, il est très important aussi pour la mise en œuvre du projet informatique derrière. Donc c'est,
Ces politiques de sécurité vont donner lieu, généralement à la formalisation de, règles et procédures, donc des guides d'utilisation, des tutoriels, pages de présentation et cetera pour accompagner. Hem, Si c'est, là où, voilà, des petites marges de flou peuvent résider au niveau des guides d'utilisation, qui vont, savoir le tolérer. Ouais. Pour mettre en place, au moment où voilà, on met en place l'outil, on le personnalise pour s'adapter à vos processus. Cette marge de flou qu'on s'était laissée, la machine, elle est pas cap elle sait pas la gérer. Donc c'est, voilà, important que ces processus soient matures, clairs, compréhensibles. Aussi parce que c'est ce qui va faire que derrière, informatiquement, ça se décline, de manière, naturelle. Et sur la partie, voilà, une fois qu'on a, formalisé, les processus, va être important de mettre en œuvre des, sessions de prise en main, de ces processus, des webinaires de présentation, une intégration au parcours du nouvel arrivant. Je pense à un client qui a mis en place une application, donc c'est un opérateur de l'État dans le domaine de l'environnement, une application de pilotage de la production des connaissances, à échelle, donc avec plusieurs centaines d'utilisateurs amenés à collaborer autour de la production de ces connaissances, et d'amener jusqu'à leur diffusion externe. Un des enjeux, voilà, des éléments qui ont été, extrêmement importants dans la réussite du projet, ça a été la mise en place de cette stratégie d'accompagnement au changement forte, volontariste et surtout soutenue, avec, voilà, des webinaires, mensuels, des sessions de prise en main. Parce que, voilà, quand on souhaite mettre en place une stratégie qui implique des nouveaux usages, des nouveaux outils, à l'échelle de plusieurs centaines d'utilisateurs, c'est un élément indispensable qui a été vraiment voilà, une des clés de voûte pour, atteindre les objectifs en termes d'adoption de l'outil. Super, Et merci. en troisième volet, la partie technologique, donc des outils qui vont être performants, donc un socle technologique, solide, une richesse fonctionnelle, heu, qui vont, s'accompagner aussi d'une souplesse dans l'adaptation à votre contexte. Ça va être de pouvoir aussi, voilà, avoir un outil qui soit capable de faire des compromis dans son fonctionnement pour s'adapter à vos processus. Et généralement, on fait aussi en sorte que les processus viennent s'adapter à la philosophie de l'outil. Donc ça, c'est un travail, voilà, de conseil et de conception des 2 côtés en amont au début des projets, voilà, pour aligner les visions. Et ça, c'est un enjeu fort aussi pour la maîtrise des coûts derrière. Et également, fournir, voilà, un accès centralisé, sécurisé à l'ensemble des informations. Donc et ça va être notamment, par exemple, d'avoir des outils qui vont s'intégrer facilement avec notamment les enjeux de, synchronisation des personnes, à partir de votre annuaire. Alors ça peut sembler, c'est souvent trop sous-estimé, je parle d'expérience, ça peut sembler un peu trivial, parce qu'effectivement, l'enjeu ici, il est pas technique généralement. Ça c'est, ce sont des usages qu'on met en place des interopérabilités qu'on met en place extrêmement régulièrement, qui sont très maîtrisées. Donc synchronisation des personnes pour avoir toujours, à jour dans l'application la liste des personnes qui ont le droit d'accéder, avoir, rapidement les nouvelles personnes et rapidement ne plus donner accès aux personnes qui partent. Et s'appuyant aussi, sur des systèmes d'authentification automatique, quand il y en a, pour lever des freins. Ça m'est voilà, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, on est surpris, on apprend, heu et la deuxième fois, j'ai eu beau prévenir, malheureusement, j'avais pas été, comprise dans la force de l'enjeu. C'est que ces annuaires, c'est pas une baguette magique. On est tributaire de ce qui s'y trouve. Donc évidemment, RGPD oblige, on va récupérer le minimum d'informations pour avoir uniquement ce qui est utile pour le fonctionnement de l'application. Mais on se rend parfois compte que, les informations peuvent être, incomplètes, pas à jour
ou tout simplement, ne correspondent pas avec, les personnalisations qu'on avait prévues et qui s'appuyaient, sur ces données-là. Donc voilà, partir du réel et très tôt dans le projet, aller voir qu'est-ce qu'on a dans nos annuaires. Super, merci beaucoup. Alors, peut-être, un peu rapidement, car le temps file à toute Ouais. vitesse, quelles sont un petit peu les grandes étapes finalement pour garantir un accès centralisé et sécurisé, à l'ensemble des informations? Alors là, on va avoir, 3 étapes. La première, ça va être de classer les informations selon leur niveau de sensibilité. Est-ce que c'est une information qui peut être diffusée au public, qui va être réservée à l'interne, réservée à une direction ou carrément confidentielle? Ce qui va permettre ensuite ce qui va se pour déterminer ensuite qui peut accéder à quelle information et comment elles peuvent être partagées. Là, on va cartographier, les parties prenantes à la fois en interne et en externe et faire la synthèse des 2 avec une approche qui va être basée sur, voilà, des autorisations en fonction du profil et des rôles de chacun. Donc par exemple, ça va donner lieu à des règles du type, certaines informations peuvent être partagées uniquement avec des, ser avec, le service et gérées, par une équipe spécifique, de ce service, par exemple. Là, l'enjeu, c'est ajuster le niveau de complexité à votre contexte et à vos, enjeux justement et d'éviter les usines à gaz en trouvant le bon niveau de granularité. Super, merci beaucoup. Alors, il me semble que vous aviez pour, illustrer un peu tout ça, un cas d'usage justement à nous présenter. C'est Oui, justement pour ça, je me disais: «Gardons un peu de temps» parce que généralement, la pratique est plus parlante. Donc, si vous avez un exemple, nous sommes preneurs. oui. Alors, je vais vous parler de l'exemple du CRIEPS qui est un organisme de formation dans le domaine de la santé, de formation professionnelle, hem, auprès de qui on a mené un projet en 2 phases. Heu, une première phase d'étude terrain pour venir cartographier donc les parties prenantes, identifier les outils, qui sont les leurs en matière d'information au sens large et pas, en se restreignant à la base documentaire. Heu, connaître leurs pratiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et là l'intervention d'un tiers et la garantie de la confidentialité aussi des contenus des échanges est, un enjeu majeur pour que les personnes, voilà, nous donnent l'information, et comprendre quels sont leurs besoins. Donc cette première phase, d'analyse a donné lieu, voilà, à une synthèse des éléments qui a permis ensuite de co-concevoir avec un groupe d'utilisateurs, les nouvelles fonctionnalités pour la solution de demain, heu, pour répondre notamment donc aux problématiques qui ont pu être, rencontrées, par exemple diffusion de supports, à jour, validés par l'organisation et pas des, versions d'il y a 3 ans parce que c'est celle-ci qu'on a gardée sur son disque. C'est des ateliers donc ont donné lieu à des pistes pour la mise en œuvre de des évolutions de l'application qu'on est venu prioriser avec l'équipe projet et là, ça a donné lieu à une deuxième phase du projet donc c'est là que aussi je parle d'optimisation des coûts, c'est-à-dire qu'on a une, 1re phase du projet très analytique et très ouverte et une deuxième phase où on va venir prioriser, sélectionner, pour, mettre en adéquation, les 2 enjeux et donc là, donc on avait identifié 3 points clés. Tout d'abord, savoir, donc il y a 3 familles de ressources, aider donc fournir aux utilisateurs des repères parmi l'ensemble des contenus qui sont mis à disposition, avec, donc une organisation en 3 familles, visuellement bien identifiables, et avec pour chacune des règles de gestion adaptées. Avec de la documentation interne, externe et plus ou moins avec plus ou moins d'enjeux de niveau de validation. Des règles de gestion au service du collaboratif, parce que c'est une application qui n'était pas collaborative, ou peu précédemment, ce qu'il est devenu, qui s avec pour objectif, de renforcer l'offre d'outils pédagogiques qui étaient, partagés par des formateurs, et d'accélérer la mise aux dispositions aussi des dossiers et enfin, mise en place d'une notion de niveau de validation,
afin de permettre à l'utilisateur, de savoir pour chaque dossier, au travers d'une étiquette, visible, affichée, quel est le niveau de validation du dossier, quels sont une et donc ce qu'il peut en faire ou non. Et également d'avoir un suivi des dates de validation pour pouvoir, et de révision donc, piloter, le travail de révision ou de non-révision, en tout cas à l'issue de la décision, des dossiers en question. Super, merci beaucoup, très très parlant. Pour poursuivre, pour faire aussi un peu le lien avec la conférence, précédente, je voulais vous interroger un petit peu sur l'IA et le rôle qu'elle peut jouer dans ce contexte un petit peu de souveraineté, de sécurité et de partage. Quel est-il évidemment et surtout pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'encadrer, les usages de l'IA pour faire écho, également à ce que disait Philippe sur la conférence précédente? Alors effectivement, on va être, assez en phase. Hem, déjà, je suis d'avis qu'il f voilà, vaut mieux encadrer qu'interdire, ne serait-ce que parce que si on le risque d'interdire, c'est de voir se développer shadow AI, c'est-à-dire l'usage parallèle de solu par les utilisateurs, de l'intelligence artificielle hors de tout, cadre, heu, hors de tout cadre. Et là, on est complètement, sous les radars et on n'a aucune maîtrise de ce qui est fait de nos données. Et effectivement, donc, l'objectif, ça va être de pouvoir, parce qu'on a mis en place, une classification des informations en fonction du niveau de sensibilité, de souveraineté, aussi également par rapport aux droits qu'on a, en termes de copyright, par exemple, ou de diffusion de ces informations-là, pouvoir proposer sur les documents dont le niveau de confidentialité le permet, les fonctionnalités qui vont faire appel à des IA internes ou externes, selon aussi, là encore, le niveau de sensibilité de l'information, les 2 pouvant tout à fait cohabiter, hein, dans des logiques, par exemple, d'optimisation des coûts ou de qualité des réponses. Hem Voilà, la classification de la donnée combinée à, la mise en place, de connecteurs pour pouvoir mettre à disposition et fournir aux utilisateurs facilement les outils, pour expérimenter avec l'intelligence artificielle. Et là, on a des vraies opportunités de mise en place de pratiques, qui apportent des bénéfices, concrets, heu, à l'ensemble de l'organisation et non plus qui restent, à l'échelle de l'utilisateur, dans son coin. Super, je partage, à ce sujet le replay d'un atelier que Kentika avait, organisé, pour, présenter aussi, vos De travaux en matière, d'IA justement, oui, si vous voulez nous en dire, quelques mots, Marion, je pense que vous êtes Oui, mieux au courant c'est que un moi. atelier qui a été animé par, Alexandre Bernard, notre directeur technique, dans le cadre du salon Documation, de cette année, où il présente, voilà les orientations de Kentika en matière d'intelligence artificielle. Super. Un petit mot pour conclure éventuellement, on sera dans les clous. Bah, écoutez, pour conclure, je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas, voilà, à suivre l'actualité de Kentika et à prendre contact, avec nos équipes pour, échanger autour de vos projets. Super. Et ben, écoutez, Marion, merci beaucoup. Tout était très clair apparemment. On a une petite question qui est, arrivée dans le chat, si on peut la traiter. L'alimentation des outils de gestion des identités et des accès relève-t-elle d'un enjeu métier ou technique? Où positionner la responsabilité de cette procédure? Alors généralement, en tout cas dans les cas de figure que j'ai rencontrés, c'était, entre les RH et la DSI. Et effectivement, les RH sont le point d'entrée des informations, des arrivées de collaborateurs, des départs, des changements de poste. Heu, pour moi, un bon fonctionnement pour s'assurer d'avoir une information qui va être à jour en la matière, ça va être une bonne collaboration entre juste les DSI qui généralement, administrent les outils et les RH qui détiennent l'information. Super. Eh bien, écoutez, a priori, pas d'autres questions. Je réponds, concernant le lien qui, a priori, ne fonctionne pas pour la vidéo YouTube. En tout cas, merci Ah, beaucoup, Ma ou bon,
Ça Si arrive. jamais vous la retrouvez sur la chaîne YouTube Kentika, assez Oui, facilement. je vais la renvoyer dans le chat à toute fin utile, mais en Mmh. principe, c'est juste un petit bug de Livestorm, il y a pas de problème. Merci beaucoup Marion. Merci. Très bonne journée et je laisse donc, Éric et François prendre la relève.